Maintenant, j'invite à nous rejoindre Frédéric Bélier, Managing Director Southern Europe. Merci. Southern Europe de Radium One. Frédéric Bélier. Il n'est... Ah, voilà. J'en profite pour le remercier pour son soutien indéfectible depuis plusieurs années pour le Hub Forum et pour d'autres choses aussi. J'invite également à venir prendre place Lucas Rietberger, Digital Optimization Lead chez Microsoft. Merci Michel, bonjour à tous. Je ne vois pas tout le monde, mais un peu comme Jacques Seguela, il y a trop de spots. On va aller très vite, on va parler de programmatique 2.0, d'omnicanalité dans le monde du marketing et des médias, un peu de contenu, créativité, data. Et en guise d'introduction, Microsoft fait partie, on va dire, des annonceurs très sophistiqués dans ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans les premiers, ce n'est pas le but. Et donc j'accueille Lucas Rietberger. Et premièrement, présentez-vous. Les Français ont le droit de savoir. Bonjour à tous. Donc, je suis Lucas Rietberger, je travaille chez Microsoft, donc partie annonceur, même si on a beaucoup d'interactions avec les équipes de Eric-Marie Bion. Mon rôle au sein de l'équipe communication et marketing, c'est de finalement travailler sur l'optimisation sur deux aspects. Le premier aspect, c'est comment on essaye de mieux engager le client au travers des optimisations des funnels de conversion. Et le deuxième aspect, c'est la partie média, la partie paid. C'est comment on essaye d'optimiser nos achats médias pour avoir une efficacité la plus grande possible. Sachant qu'on pourrait tous être d'accord que depuis quelques années, Microsoft est, c'est comme ça que je le ressens et je pense qu'on n'est pas le seul, on a vu les produits tablettes, c'est redevenu une marque cool. Il y a 15 ans, c'était un peu la marque pas cool. Aujourd'hui, c'est redevenu un peu comme Apple dans les fin des années 99-2000. Alors que par exemple, on pourrait dire, et j'adore les gens que je vais citer, mais Google est devenu un peu moins cool ces dernières années. D'autres lui ont volé la vedette. En quelques étapes clés sur justement ce phénomène au niveau des produits, des enjeux, de ce que vous êtes fixé, des talents, etc. Et notamment dans le contexte un peu du marketing et de l'opportunité un peu RTB, programmatique. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'annonces produits qu'on a fait depuis ces dernières années qui permettent à Microsoft de se positionner comme une marque cool, comme tu dis, avec des produits qui sont innovants, voire très innovants, comme la Surface, comme les téléphones qu'on a pu faire, puis tous les éléments sur les produits qu'on a pu lancer. Et on a eu un changement de brand qui a été très important aussi, qui nous a permis de nous repositionner, c'est pas négligeable, dans l'écosystème. Et on a toujours été une marque comme étant, en termes de brand, connue et reconnue énormément, de toute façon. La façon, par contre, dont on a annoncé, c'était toujours au travers des lancements, mode un petit peu carpet bombing, avec un arrosage large sur nos différentes cibles et un display assez classique. En l'espace de 4 ans, ça a quand même beaucoup évolué, tant d'un point de vue offre technologique qui s'offrait à nous, que dans les messages qu'on a pu faire passer également. Il y a quand même une taille d'équipe et de sujets, ça va de Xbox, tout ça c'est sous le parapluie jusqu'aux produits cloud, B2B. Et effectivement, on a une gamme de produits qui est très très large en B2B et en B2C, ce qui nous oblige à faire parfois des grands écarts qui sont assez importants. Parfois on peut apparaître comme étant numéro 1 sur le marché, parfois on est vraiment en situation de challenger, parfois on est au milieu. Donc voilà, en termes d'objectifs, et de campagne, on a des objectifs qui sont très très différents, du purchase intent à de l'awareness, à de la considération. Donc tout ça change énormément les choses. On y reviendra un peu plus en détail sur quelques focus. Je vais définir un peu l'omnicanalité, pas moi la définition de Frédéric Bélier, mais un peu de ce qu'on lit. C'est-à-dire que l'omnicanalité, ça existe dans le business, et ça n'existe pas encore tout à fait. Alors certains pourraient dire si, c'est bon, moi je sais maîtriser, mais on va dire que c'est pas un sujet. Pourtant c'est le Graal. C'est-à-dire que dans le business, si on prend la définition,
public, c'est la vente utilisant simultanément et de façon interconnectée tous les moyens de distribution du téléphone, le site internet, les points de vente, etc. etc. Et dans le marketing ou la communication, les médias, c'est un sujet qui est encore un peu fractionné, siloisé. Et dans ce contexte-là, je trouve que l'image que j'aime bien utiliser comme un des clients dans Microsoft, l'analyse que j'en fais quand je regarde de l'extérieur, c'est qu'il y a un phénomène d'innovation frugale. Comment faire mieux avec moins, puisque le marketing est devenu une variable financière d'ajustement. Et donc tout ce qui est data-driven, le marketing piloté par la donnée en renforçant la créativité, c'est un peu le sujet. Justement, sur les étapes clés des 2-3 dernières années, d'un petit peu de comment les choses ont changé. Comment Microsoft a réajusté avec tout ça, ses lancements, etc. L'opportunité. Alors, effectivement, tu disais, on est data-driven, nous aussi. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est pas faire du programmatique ou du RTB parce que c'était la mode ou parce qu'il s'agissait d'en faire et qu'on n'était pas présent. C'est qu'il y a 4 ans, on s'est posé pas mal de questions. Et puis, on a eu différents cycles. Et ces différents cycles, dans la prise en main de cette question, c'est passé d'abord par des achats assez volumiques pour faire de l'awareness. On s'est dit, tout simplement, le RTB, on va en profiter pour essayer d'arroser un peu plus large et sur pas mal d'espace nos messages et nos nouveaux produits. Après, on est passé, alors c'est pas exactement année après année, mais on a essayé de faire un peu plus de retargeting pour essayer justement d'utiliser les bassins qu'on constituait au fur et à mesure du temps sur nos aires de site. Et puis on s'est rendu compte que ce retargeting était très bien, mais il était fait uniquement sur nos sites campagne ou sur les bassins d'audience sur lesquels on attaquait. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de constituer une base de données de cookies, notre DMP, pour essayer de toucher des gens qui viennent nous voir sur différents sites produits, qui viennent sur différentes aires de sites pour voir si ils ne seraient pas intéressés par telle autre problématique et essayer de les engager sur d'autres choses. Donc ça a été vraiment je pense, les 3 grosses étapes de notre évolution. Et maintenant, ce qu'on cherche à faire, d'abord, on essaie de trouver une qualité de données qui soit supérieure, donc être relativement fin sur la création des segments et les différents nœuds qui constituent notre DMP. Ça, c'est la première chose. Et la qualité de la data, c'est vraiment, vraiment essentiel. C'est une problématique qui touche l'annonceur, mais aussi toute la partie MSN. Et puis, l'autre élément sur lequel on travaille, c'est essayer de construire des parcours utilisateurs. C'est-à-dire qu'au-delà de la data, c'est le client qui est important. Et si le client n'est pas convaincu une première fois, il faut essayer de lui renvoyer un message pour qu'il essaye de mieux considérer notre produit. Et c'est une étape qu'on appelle le remessaging de notre côté. Un peu ce qu'expliquait juste avant Pierre-Antoine, c'est-à-dire une sorte de dynamic messaging optimization et non pas juste créatif. Ouais. Voilà. J'essaie de faire le point avec notre brillantissime prédécesseur. Au niveau des parties prenantes internes et externes, quelques petits enjeux pendant 3 ans de qui fait quoi, tout le monde aligne, sujet d'alignement en interne et en externe. Ça fait peur le programmatique parce que c'est quand même très technique sur le papier en tout cas, même si c'est pas plus compliqué que le CRM, mais il y a une peur de s'attaquer à ces choses-là dans les organisations. Peur de ne pas comprendre, peur de réinventer son métier pour les chargés de communication, etc. Donc ça, c'est un vrai challenge pour faire monter en compétence tout le monde au même niveau et échanger le plus possible par rapport à ça. Donc il y a une vraie logique, je reprends, de parcours de consommateur, maladroitement on peut aussi appeler ça le funnel de conversion, le tunnel de conversion. En intégrant aussi bien des messages de branding et de tunnel de conversion, cette notion un peu dont on parle de plus en plus de brandformance, d'allier les deux, de se dire on intègre tout bien d'une certaine manière. Vous vous êtes lancé dans un sujet en vous disant ok, la data, donc forcément le panneau c'est la DMP, ce fameux acronyme barbare surutilisé, mais vos enseignements là-dessus, vous êtes parti de quelle partie de data par exemple?
on a eu exactement les mêmes écueils que je pense beaucoup d'entre vous. Et dans notre parcours, ce qu'on a rencontré les 3 principaux écueils qu'on a pu rencontrer, c'est d'abord se dire la data. On a enfin accès à la data, c'est bon, on peut arrêter de travailler, il ne reste plus que lancer les campagnes, etc. et c'est terminé. Donc la data est un des facteurs clés du succès, mais elle ne peut pas nous sauver. Ça, c'est le premier enjeu. Plutôt first ou Plutôt first. D'abord. Ouais. Okay. Ouais. On est d'accord. Après, on s'est dit, on va faire du programmatique sur notre data, puis on va essayer de la qualifier, et puis on va arrêter le premium. Et là aussi, on a reconnu un sacré écueil, parce que au final... Tu peux lister justement les écueils que tu vas dévoiler un petit peu, des écueils qu'il ne faut pas reproduire. Oui. Allez, il nous reste 5 minutes 32. D'accord. Donc, en fait, le fait d'arrêter le premium ou avoir un dispositif broad dans nos campagnes nous a tari en fait les funnels de conversion. Donc ça, c'est un des éléments clés. La data s'est asséchée quand tu faisais pas, il n'y a plus personne. Et le troisième, c'est de passer justement, tu parlais du brand performance, c'est ça? Ouais. Un sujet qu'on aime, que nos clients aiment bien. Et on s'est aperçu qu'en fait, en faisant de l'awareness et de l'achat, de l'intention d'achat, on loupait une mécanique qui était entre les deux, qui était la phase de considération. Si le client n'est pas convaincu, je le laisse de côté, c'est quand même dommage. Il faudrait peut-être que je lui réadresse un autre message. D'où le remessaging qui suit. Même si Vincent nous a retardé de 2 minutes qu'on nous accordera, le mobile, trait d'union, pierre angulaire de l'omnicanalité marketing. L'omnicanalité, oui, c'est essentiel, le mobile. Aujourd'hui, on essaie de faire bien les choses, c'est-à-dire que faire en sorte déjà de récupérer les bonnes datas, de présenter l'information comme il faut sous forme de responsive design, etc. Au niveau créatif des formats? Et au niveau créatif, les formats le sont, plus ou moins. Encore une fois, je pense qu'il y a toujours besoin de faire mieux par rapport à ça. Et c'est surtout dans le call to action, la façon dont on va adresser les clients, où les call to action ne correspondent pas, alors pas forcément dans le texte, contrairement à ce qu'on a dit, mais les call to action ne correspondent pas à l'écran proposé. Donc, plus que faire du responsive, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'adaptative design. Peut-être enfoncer une porte ouverte, mais avoir un call to action qui correspond à l'écran que vous utilisez. C'est difficile de rentrer une carte de crédit avec un téléphone, c'est beaucoup plus facile de rentrer un numéro de téléphone ou ce type de choses. Okay. Tout ce qui permet d'engager un peu plus loin le client. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est tout ce qu'on peut faire en termes de réconciliation de data. Mais ces réconciliations de data, on parle d'omnicanalité, elle se fait a posteriori souvent. Et on manque d'instantanéité par rapport à ça. En 2015. En 2015. Notamment un exemple qui est un peu qui est sous le thème de notre discussion, c'est l'événement Tech Days. Parce que c'est à la fois du contenu, c'est créatif, c'est pas un produit que vous vendez, et pour autant, ça dure toute l'année. Enfin, il y a un truc autour de Tech Days qui est vraiment la synthèse de dire, aussi bien d'un point de vue communication qu'un point de vue gestion des audiences dans un contexte B2B, parce que les Tech Days, c'est des professionnels de la technologie et de l'informatique. Il y a un petit storytelling là-dessus qui serait intéressant à mettre en lumière. Les Tech Days, c'est d'abord un événement à destination de l'IT et du monde des décisionnaires en entreprise, et qui se veut, c'est un événement Microsoft avec 16 000 présents chaque année, mais on arrive surtout à avoir une couverture online qui est extrêmement importante également. Et qui nous permet d'être présents tout au long de l'année au travers des webcasts qu'on peut rejouer comme ce qui peut être fait sur le Hub Forum. Et puis, c'est des outils qui nous permettent aussi de construire nos bassins d'audience et sur lesquels on arrive à marier le CRM et la DMP. Donc ça demande pas mal d'efforts, etc. Mais c'est des choses sur lesquelles c'est un outil marketing avant d'être un événement, c'est un outil marketing puissant qui nous permet d'être présent toute l'année, de mieux connaître nos clients, de mieux cibler nos communications également, et d'avoir un reach, donc une étendue très 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 importante. Le RTB joue un rôle dans l'organisation de cet événement? Oui, parce que c'est juste un conseil pour Vincent Ducré plus tard, mais bon.
C'est là où on a pu mettre en place notre première campagne de remessaging. Donc, je suis intéressé par l'événement, je suis au courant de l'événement. J'essaye de faire passer 1 ou 2 messages sur l'événement pour essayer à convaincre mon client qui ne s'est pas encore inscrit pour le faire revenir sur la plateforme. Bref, c'est du vrai nurturing. Et donc, campagne de remessaging, on essaye de nourrir a posteriori ces mécaniques par du marketing automation, donc avec d'autres outils qui ne sont pas encore suffisamment liés au programmatique pour les faire rentrer dans des canaux, dans des funnels dans des funnels clients. Et voilà. Il y a combien, j'avais entendu une fois un chiffre, vous faites une centaine ou entre 100 et 200 dispositifs campagnes par an et un chiffre énorme, 80 ou 70 ou je ne sais plus combien, en programmatique, enfin où il y a du programmatique, où il y a du RTB, non? Je crois que maintenant... C'est plus gros encore? Non, mais je ne vois pas de campagne qui n'a plus de RTB, en fait, dans nos plans digitaux. Alors, je parle sur l'aspect digital, évidemment, mais sur les campagnes, on fait assez peu le reste. On a toujours un volet RTB dans lequel on utilise notre data, sociale, parce que, comme tu le sais, on a notre DMP social chez vous. Et ça nous a permis justement de faire grossir une qualité de data qui est non négligeable. L'année fiscale de Microsoft, c'est 2016, je crois qu'il y a plein de gens dans la salle qui le savent. C'est en milieu d'année à partir d'avril, je crois. Juillet, pardon. Juillet, ah oui, juillet. Avril, c'est le début des... Donc 2 enjeux clés pour vous, mais aussi adressés au marché, de dire en 2016-2017, il faudra faire mieux. Oui. Alors, quels seraient tes sujets? Nous, nos sujets, c'est évidemment des sujets d'organisation, parce que la courbe d'apprentissage sur l'ensemble de l'organisation et l'ensemble des points de relais sur la communication est bonne. On veut passer à une étape supérieure, se fondre complètement, fondre le RTB avec les équipes CRM notamment, pour tout ce qui est ciblage, pour tout ce qui est prise en charge de la DMP, parce qu'ils ont une véritable expérience sur la gestion de bases de données email, donc ils l'auront forcément sur la base de données cookies, et un alignement en fait des planètes par rapport à ça. Donc voilà, un gros point learning et organisation. Et le deuxième point, c'est essayer de faire en sorte c'est le remessaging. Donc comment je vais pouvoir justement par rapport à mes funnels d'engagement pouvoir repasser régulièrement des messages tout au long de la campagne, voire au-delà de la campagne, avoir vraiment des campagnes qui soient evergreen, donc tout au long de l'année. Donc on passe vraiment on va dire des 2010-2014 problématique 1.0 à une vraie logique 2.0 où data, médias, messages, produits, tout ça c'est... Voilà, exactement. Puis on va essayer de faire intégrer aussi d'autres médias dans la sphère, la radio, on est là-dessus, la radio problématique, la télé, ouais. Gros sujet. Un petit jeu avant de finir, il nous reste, vous avez dépassé de 1 minute 39, d'accord. Merci. J'ai 2 choses à dire. En un seul mot, un petit jeu. Tu ne dis qu'un seul mot. Programmatique 1.0, stop ou encore? Stop. DMP? Qualité. Programmatique 2.0, stop ou encore? Ça fait 3 questions là. Un nouveau terme pour remplacer ce terme programmatique. Tu as peut-être une réponse, parce que je trouve que le programmatique, c'est un terme qui fait passer le secteur de la communication, de la publicité pour des attardés vis-à-vis des autres secteurs. On n'a pas dit dans les marchés financiers, le jour où ils sont passés au programmatique en 86, attention, on va faire de la problématique financière. On a dit, on passe au marché financier ADEX. Est-ce que tu aurais un terme pour aider à redéfinir? Alors, moi, je viens du monde IT, donc programmatique, ça me parle, j'aime bien. Mais c'est un peu basique quand même. Ça fait un peu du genre, on a découvert qu'il y avait des logiciels aujourd'hui en 2015. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, j'aime bien le terme d'ad CRM, justement, advertising CRM, qui permet de mettre en parallèle, c'est encore très technique, vous me direz, le CRM, l'ICRM et l'ad CRM, donc la future évolution du CRM. Je propose qu'on fasse un petit déjeuner avec Michel, Vincent, Pierre-Antoine, toi, peut-être d'autres personnes, pour redéfinir ce terme programmatique qui, à mon avis, est totalement suranné. On va refaire le Wikipédia. D'accord.